Il y a des noms comme ça qui résonnent presque comme des légendes. Des figures qu'on associe tout de suite aux grandes révolutions scientifiques, même si, au fond, on ne sait pas trop ce qu'elles ont vraiment fait. Hubble, c'est exactement ce genre de nom. C'est devenu un symbole, un mot qu'on croise partout. Ne serait-ce que pour le fameux télescope du même nom, le télescope Hubble. Mais ne nous éparpillons pas, car à l'heure actuelle, il est partout dans les documentaires, dans les livres de vulgarisation, etc. Hubble, c'est presque devenu un label, le scientifique superstar du cosmos. Un peu comme Einstein, sauf que lui, on l'imagine toujours en train de scruter le ciel. C'est le scientifique qui a changé la vision de l'univers. Mais si on gratte un peu, la vérité c'est qu'en dehors de son nom, peu de gens savent vraiment ce qu'a fait Edwin Hubble, ce qu'il a découvert, comment, et surtout à quel point il a redéfini ce que l'on croyait savoir. Parce que sans Hubble, il y aurait des choses qu'on n'aurait sans doute jamais comprises. Sans lui, pas de cosmos en expansion, pas d'idée de Big Bang, pas de vision moderne de l'univers, et sûrement pas cette image de l'espace infini peuplé de milliards de galaxies. Mais le but ici, c'est pas de refaire la même chose qu'on entend partout. C'est pas de ressortir les 3 lignes de sa biographie ou de balancer des citations un peu clichés. Ce qu'on va voir ensemble, c'est plutôt ce qu'on ne dit jamais sur lui. Tout ce qui fait que son parcours est bien plus intéressant, bien plus complexe que juste le gars qui a vu que l'univers bougeait. On va parler de la personne, de ses études, de ses choix, de ce qu'on pensait avant sa découverte et de la façon dont tout a basculé grâce à lui. On va plonger dans le contexte. Dans l'époque où il a grandi, dans le monde des observatoires, des grands télescopes, des astronomes qui ne savaient pas encore ce qu'ils avaient devant leurs yeux. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut déjà se poser une question simple. Qu'est-ce qu'on croyait avant Hubble ? Quelle était l'image qu'on se faisait de l'univers ? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Edwin Hubble. C'est un tout nouveau portrait, un tout nouvel épisode de cette longue série que vous adorez. Donc, on a déjà pu parler de Newton, d'Einstein, de Galilée aussi. Et prochainement, si vous souhaitez que je parle d'un autre scientifique, eh bien, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais demandé ce que vous regardiez sur YouTube et certains d'entre vous m'ont répondu que vous regardiez des documentaires sur la philosophie, sur la géopolitique, etc. Et il y a une autre partie qui regarde beaucoup plus du divertissement, genre Joyka, Inoxtag qui a grimpé l'Everest, etc. Et justement, là, j'aimerais m'adresser à cette partie-là qui s'intéresse plus au côté divertissement parce que sachez que je fais aussi du divertissement. Ça paraît totalement déconnecté parce que c'est rien à voir avec le contenu que je vous propose là aujourd'hui. Je fais effectivement du divertissement. J'ai commencé par ça avant de faire l'astronomie. Et maintenant, je reprends aujourd'hui. On a publié notre première nouvelle vidéo hier sur la chaîne Zebro et Léo. Alors pour vous faire un peu le topo, en gros, dans le premier épisode qu'on avait publié il y a presque 1 an, on était allé dans une maison de psychopathes et on devait s'évader de cette maison-là. Sauf qu'à la fin du premier épisode, tout se passe pas comme prévu. Et donc, ça amène à un deuxième épisode qu'on a publié hier, justement. Et honnêtement, je suis hyper contente de pouvoir vous en parler. Et j'aimerais que... Enfin, moi, j'ai toujours un petit peu cette peur-là que vous preniez un peu trop ça comme quelque chose de déconnecté, de débile ou de c'est pas culturel donc c'est nul forcément. Donc moi je suis trop content de vous parler de ça aujourd'hui. C'est un projet dans lequel je me lance avec mon pote Léo. Et si je fais ça, c'est pour proposer quelque chose de différent que ce que je propose sur ma chaîne là actuellement. C'est pour avoir l'opportunité de plus vous faire rire, ce que je peux pas faire là actuellement, de vous faire vivre des émotions, des expériences et vous partager des aventures incroyables. Donc on a énormément travaillé sur le projet qu'on a publié hier. Et évidemment on n'était pas tout seul, on a été accompagné d'une équipe incroyable. Et si ça vous intrigue un petit peu, j'ai juste vous mettre le début, vous allez voir, ça commence un petit peu en mode court-métrage et c'est trop bien. Enfin, nous on est trop contents et je suis trop content de vous montrer ça. C'est un peu un projet un peu qui se réalise et le début d'une nouvelle aventure. Juste avant de vous montrer ça, sachez que la chaîne s'appelle Zebro et Léo et on va pas s'arrêter. On commence maintenant et on s'arrêtera plus. Donc j'espère que ça vous plaira et on est parti. Il y a plusieurs mois, j'ai perdu mon meilleur ami. Ça fait 8 mois maintenant, peut-être plus que je suis là, 6 mois peut-être, j'ai pas la notion du temps. Tu ne voulais pas t'enfuir? Non, pas du tout, aucun. Tu ne voulais pas t'enfuir? Non. Alors évidemment, je pouvais le dire à personne, hein. Qui allait me croire. Tu dis que tu peux manger le cœur. C'est quoi cette merde? C'est Léo. C'est moi. Mais c'est qui la fille? C'était pas censé se passer comme ça. Viens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
Donc s'il y en a qui veulent aller regarder ce petit projet-là, c'est sur YouTube, il y a le lien en commentaire épinglé, en description, un peu partout. Sinon vous marquez juste Zebro et Léo sur YouTube, vous allez le trouver. Bref, je pense avoir assez parlé, on est parti. Qu'est-ce qu'on croyait avant Hubble ? Quelle était l'image qu'on se faisait de l'univers ? Pour nous, aujourd'hui, c'est évident que l'univers c'est gigantesque, qu'il y a des milliards de galaxies et que tout est en mouvement, que ça s'étire, que c'est presque vertigineux. Mais avant le XXe siècle, avant que Hubble n'arrive avec ses observations, c'est pas du tout ça. On pensait que l'univers c'était la Voie lactée, que notre galaxie c'était l'univers tout entier, et qu'au-delà il y avait juste du vide, ou peut-être quelques nuages flous, sans trop savoir ce que c'était. Les nébuleuses, comme on les appelait. Personne ne savait si ces nébuleuses étaient des objets proches à l'intérieur de la Voie lactée, ou des choses lointaines, très lointaines, voire des univers à part entière. C'était un vrai débat, un vrai mystère. Et ça, c'était au début du XXe siècle. Pas au Moyen-Âge, pas à l'époque de Galilée, on parle d'un monde moderne, où on avait déjà découvert les lois fondamentales de la physique, où on utilisait déjà des télescopes énormes, la relativité générale existait déjà, et pourtant, on ne savait même pas si la Voie lactée était au centre de tout, ou juste un grain de sable dans un océan immense. Dans cette époque de doute, Hubble, lui, a grandi comme un enfant du rêve américain. Mais pas forcément celui qu'on imagine. C'est pas un petit génie timide enfermé dans un observatoire, pas du tout. Il a grandi dans le Missouri, dans une famille assez aisée. Et au début, il n'était pas vraiment destiné à la science. Il passe par plusieurs passions et donc par plusieurs études avant de finalement s'orienter vers les sciences et l'astrophysique. Et pour ça, il va se retrouver là où tout se joue à l'époque, au mont Wilson, en Californie. C'est là qu'a installé le plus grand télescope du monde, à ce côté ces fameuses nébuleuses dont personne ne savait si elles étaient proches ou lointaines. Aujourd'hui, on va voir comment Hubble a grandi, comment il est arrivé dans le monde de l'astronomie. Mais l'histoire de Hubble, c'est pas juste une histoire d'astronomie. C'est avant tout une révolution scientifique. Une de ces histoires où un homme, en regardant un peu plus loin, a fait basculer notre compréhension de l'univers. À la toute fin du 19e siècle, quand Hubble vient au monde, l'univers, pour les astronomes, c'est quelque chose de relativement simple. On ne parle pas d'un cosmos gigantesque rempli de milliards de galaxies. Non. Pour eux, l'univers c'est la Voie lactée. C'est ça, le décor. Un grand disque d'étoiles avec le soleil quelque part dedans, au milieu d'une mer d'autres étoiles. On sait déjà que la Terre tourne autour du soleil. Que le soleil n'est pas au centre de l'univers, ça c'est acquis. Mais on imagine quand même que tout ce qu'on voit, tout ce qui existe, c'est cette grande structure plate qu'on appelle la Voie lactée. Et c'est tout. Le reste, s'il y a un reste, c'est juste du vide, du noir, et un au-delà inaccessible. Et il y a bien quelque chose de bizarre. Quelques taches floues dans le ciel, des espèces de nuages, ce qu'on appelle à l'époque les nébuleuses. Certaines sont rondes, d'autres allongées, et certaines brillent, d'autres sont sombres. On les voit déjà depuis des siècles, avec les télescopes des pionniers comme Galilée ou Herschel. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Est-ce que ce sont juste des nuages de gaz à l'intérieur de notre propre galaxie ? Ou est-ce que ce sont des amas d'étoiles, encore non résolus ? Ou bien, et là c'est l'idée un peu folle qui circule parfois, est-ce que ce serait des sortes d'autres univers ? Des îles de galaxies à des distances si grandes qu'on ne pourrait pas les distinguer. On ne sait pas. C'est le mystère. Et ce débat, c'est ce qu'on a appelé plus tard la controverse des nébuleuses. Alors, oui, on se doute bien que certaines nébuleuses, comme la grande nébuleuse d'Andromède, sont un peu spéciales. Elles ont une forme spiralée, elles ressemblent à des galaxies. Enfin, à ce qu'on appelait à l'époque des univers-îles. Mais même ça reste flou. Parce que les télescopes de l'époque, même les meilleurs, n'arrivent pas à les résoudre. Et là, faut bien comprendre ce que ça veut dire résoudre pour un télescope. Parce que c'est pas juste grossir l'image. Un télescope, ce n'est pas seulement un super zoom. C'est avant tout une machine à capter la lumière et à séparer les détails. Ce qu'on appelle le pouvoir de résolution, c'est sa capacité à distinguer deux points lumineux très proches l'un de l'autre. Imaginez que vous regardiez une ville la nuit, de très loin. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir que ce n'est pas juste une grosse tache de lumière, mais des petites fenêtres, des lampadaires, des détails. Le télescope, c'est pareil. Si le pouvoir de résolution est trop faible, tout se mélange, et on voit qu'un flou, une sorte de tache imprécise. À l'époque,
les instruments sont encore trop limités. Les miroirs ne sont pas assez grands, pas assez polis, les optiques pas assez fines. Résultat, impossible de voir si ces nébuleuses sont faites d'étoiles individuelles ou si c'est juste du gaz. Et du coup, les astronomes tâtonnent. Certains pensent que ce sont des objets internes à la Voie lactée, des nébuleuses de gaz ou des systèmes d'étoiles en formation. D'autres, plus audacieux, se disent que peut-être ce sont d'autres galaxies. Mais rien n'est prouvé. Et comme on ne peut pas mesurer leur distance, on ne peut pas trancher. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à cette époque, l'astronomie n'est pas du tout la même discipline qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'astronomie d'un côté, cosmologie de l'autre. L'astronomie, c'est l'étude des étoiles, des planètes, des objets célestes. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, ses lois, sa structure, son histoire. Mais à l'époque, cette séparation n'existe même pas. Parce que la cosmologie, ça n'existe quasiment pas en fait, en tant que science. Le mot existe, oui, mais il n'a pas vraiment de contenu scientifique solide. Pourquoi ? Parce que si on pense que l'univers, c'est juste la Voie lactée, il n'y a pas vraiment besoin d'inventer une science pour comprendre l'univers. C'est juste un catalogue d'étoiles, un recensement de nébuleuses, un relevé de planètes. On observe, on décrit, on classe. L'astronomie, c'est ça. Une science descriptive. Pas encore une science des grandes structures, des lois globales, des phénomènes à l'échelle cosmique. Et même sur la question du mouvement, on est loin d'imaginer ce qu'on sait aujourd'hui. Le système solaire, on connaît. Les lois de Newton, ça marche très bien pour expliquer les orbites, les trajectoires des planètes, les comètes. Mais à plus grande échelle, est-ce que la galaxie elle-même bouge ? Est-ce que les étoiles bougent par rapport à la galaxie ? Est-ce que la Voie lactée elle-même se déplace ? Est-ce que l'univers est en mouvement ? Personne ne se pose vraiment la question. Parce qu'on imagine que l'univers, s'il existe au-delà de la Voie lactée, est figé, stable, immobile. Un décor géant, peut-être éternel. Et dans ce contexte-là, forcément, on ne peut pas avoir une vision dynamique de l'univers. Pas de mouvement à grande échelle, pas d'histoire du cosmos, pas de début, pas de fin. On parle même pas d'expansion, ni même de Big Bang, ou d'univers en évolution. Ça n'existe pas. L'univers, c'est là, c'est fixe, et c'est tout. Et c'est là-dedans que naît Hubble. Dans un monde où l'univers est petit, où il est borné à ce disque d'étoiles qu'on appelle la Voie lactée, où le ciel c'est un catalogue d'objets arrangés dans des cases, où l'idée même d'un cosmos de vaste, mobile, structuré, vivant, c'est juste impensable. Un monde où l'instrument principal de l'astronomie, c'est encore le cadre d'observation, où on note soigneusement ce qu'on voit, sans forcément chercher à en tirer des grandes lois universelles. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que ça veut dire que Hubble ne va pas juste découvrir des galaxies ou démontrer que l'univers est en expansion, il va, sans le vouloir, sans le prévoir, réinventer la façon même de penser l'univers. Il va ouvrir la porte à une nouvelle science, à une vraie cosmologie, celle qui ne se contente plus d'observer des étoiles, mais qui cherche à comprendre l'histoire du cosmos, ses lois et son avenir. Mais avant lui, l'univers c'est un décor tranquille, figé, limité. Et ce décor allait littéralement exploser sous ses yeux. Quand on regarde le parcours de Hubble, on pourrait croire qu'il a suivi une ligne droite vers l'astronomie, qu'il était un petit génie dès l'enfance. Mais pas du tout. Sa trajectoire, c'est plutôt un zigzag, un mélange de hasard, d'ambition sociale et d'envie changeante. En fait, avant de devenir le type qui allait bouleverser notre vision de l'univers, Hubble a surtout cherché sa voie, et pas forcément du côté des sciences. Au départ, il grandit dans une famille américaine plutôt aisée, à la fois stricte et ambitieuse. Son père veut faire de lui un homme sérieux, quelqu'un qui réussit, qui entre dans les bonnes cases. À l'époque, réussir, c'est pas forcément devenir scientifique. C'est plutôt faire du droit, des affaires, ou pourquoi pas de la littérature si on veut briller en société. Et donc, Hubble commence par là, des études classiques, bien propres, avec un passage par le droit. Pas parce qu'il en rêve, mais juste parce que c'est ce qu'on attend de lui. Parce que c'est le chemin qu'il faut suivre pour être respecté. En parallèle, il se passionne pour le sport, et pas juste pour s'amuser. Il devient un athlète plutôt doué, notamment en boxe. Il avait même un petit côté frimeur vu qu'il était bon. D'ailleurs, ça va lui coller la peau toute sa vie. Puis, un peu par hasard, il commence à s'intéresser aux sciences. Mais attention, pas encore à l'astronomie. Il touche un peu à tout, à la physique, les maths, la littérature.
Il est curieux, mais pas vraiment passionné par un domaine précis. En fait, Hubble, c'est le genre à ne pas vouloir se spécialiser trop vite. Il aime comprendre des choses, il aime réfléchir, mais il déteste se plonger dans les détails techniques ou passer des heures sur un sujet pointu. Ce qu'il cherche, c'est plus large. C'est les grandes questions, celles qui restent sans réponse. Un peu comme Hawking. Et là, il décroche une bourse à Oxford. Pas pour y faire des recherches scientifiques, mais pour étudier le droit. À nouveau, on est dans l'image d'une gentleman. Celui qui parle bien, qui a la prestance, qui connaît les règles du jeu social. Et c'est là l'héritage britannique qu'il va trouver là-bas. Le modèle d'une gentleman savant. Un type bien éduqué, cultivé, capable de briller en société, mais sans forcément être un pur scientifique enfermé dans son labo. Le problème, c'est que ce monde-là, très vite, il s'y ennuie. Le droit ne le passionne pas. La vie mondaine d'Oxford non plus. C'est pas qu'il déteste ça, mais il sent bien que ce n'est pas là qu'il va trouver ce qu'il cherche. Parce que ce qu'il veut vraiment, même s'il ne le formule pas encore clairement, c'est toucher aux grandes énigmes, aux mystères. Comprendre ce qu'on ne comprend pas. Aller là où les autres n'ont pas encore mis les pieds. Et ça, ni le droit ni la littérature ne peuvent lui offrir. Alors, après ce détour par l'Angleterre, il rentre aux États-Unis. Et là, il prend enfin la décision de se lancer pour de bon dans les sciences. Mais même là, il ne fonce pas tête baissée vers un domaine précis. Il ne devient pas chimiste ou mathématicien. Il garde cette curiosité, un peu plus générale. Ce goût pour les choses qui dépassent les cadres. Et c'est comme ça qu'il va finir par se tourner vers l'astronomie. Alors pourquoi l'astronomie ? Eh bien parce que c'est le parfait mélange entre la science pure, l'observation et les grandes questions fondamentales. C'est pas juste de la théorie, pas juste des calculs abstraits, ni de la technique pure. C'est un domaine où on peut encore se frotter au mystère, aux trucs qu'on ne comprend pas, aux énigmes de l'univers. C'est un endroit où il reste des territoires vierges à explorer. Et ça lui parle. Il commence donc à faire des études d'astronomie à l'observatoire YERC, un des plus grands observatoires des États-Unis à l'époque. Là-bas, il bosse sur des sujets variés. Mais, encore une fois, sans vouloir se spécialiser au fond. Il s'intéresse aux nébuleuses, aux étoiles, à la photographie astronomique. Il apprend à manier les télescopes, mais sans jamais devenir un pur technicien. Ce qu'il veut, c'est pas seulement faire des catalogues d'étoiles ou des mesures minutieuses, comme le faisaient déjà beaucoup d'astronomes à l'époque. Ce qu'il cherche, ce sont des pistes, des indices, pour comprendre des problèmes plus grands. Et c'est là qu'on voit ce qui va vraiment le distinguer. Parce que, dans le monde scientifique, il y a des gens qui adorent se plonger dans les détails, qui passent leur vie à mesurer des choses, à affiner des calculs. Et c'est super utile évidemment, mais Hubble, lui, il fonctionne différemment. Ce qui l'attire, ce sont les questions ouvertes, les zones d'ombre, les choses qui clochent dans les théories. Il préfère de loin essayer de comprendre un gros mystère que de résoudre un petit problème technique. Et ça va lui donner une approche très particulière. Il va toujours garder cette distance. Il va travailler avec rigueur, bien sûr, mais il ne va jamais devenir ce chercheur dans ses calculs qui ne se soucie plus du reste. Il restera toujours un peu à la frontière, un point entre deux mondes, celui de la science et celui des ambitions sociales, de l'image, du prestige. Il gardera la tête sur les épaules. Bref, Hubble, c'est pas le pur scientifique qu'on imagine. C'est pas le type passionné depuis l'enfance par l'espace, les étoiles, les télescopes. C'est un homme lambda qui a cherché sa voie, qui a testé plein de choses et qui s'est même laissé porter parfois par les attentes des autres, avant de finir par suivre son propre chemin. Un chemin qui allait justement l'amener à regarder là où personne ne regardait encore et à changer pour toujours notre vision de l'univers. Quand Hubble débarque au mont Wilson, il se retrouve face à un engin qui va littéralement changer l'histoire des sciences. Le télescope Hooker, un monstre de 100 pouces, soit 2,50 m de diamètre. Pour l'époque, c'est énorme. C'est même le plus grand télescope au monde. Mais surtout, c'est pas juste une question de taille pour frimer. Un télescope comme ça permet de voir des choses que personne n'avait jamais vues avant. Des détails trop faibles, trop flous, ou trop lointains pour les instruments classiques. Et là, il faut bien comprendre ce que ça change. Jusqu'ici, même les meilleurs astronomes travaillaient avec des images pas top. Des petits points flous, des taches lumineuses sans forme précise. Des nébuleuses qui, pour la plupart, restaient des énigmes. On savait qu'elles étaient là, on savait à peu près à quoi elles ressemblaient, mais leur vraie nature, mystère total.
Et c'est justement ça, le contexte de l'époque. Les astronomes sont en plein débat sur la question des nébuleuses spirales, des espèces de toupies lumineuses avec des bras enroulés qu'on arrive à distinguer sur certaines plaques photos. Ça intrigue tout le monde. Parce que oui, je rappelle qu'à l'époque, le numérique n'existait pas, donc on développait des photos sur des plaques. Et certains, comme Arlo Shapley, pensent que ce sont des objets internes à la Voie lactée. En gros, des nuages de gaz, des amas d'étoiles, qui feraient partie de notre galaxie. Donc rien d'énorme. Mais d'autres, comme Herbert Curtis, pensent carrément l'inverse. Pour eux, ces nébuleuses spirales seraient des univers-îles, dont j'avais déjà parlé plus tôt, comme on le disait à l'époque. Des galaxies entières similaires à la Voie lactée, mais super loin de nous. Ça voudrait dire que l'univers est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Et surtout, que la Voie lactée n'est pas unique, ni même forcément au centre de quoi que ce soit. Bref, c'est un vrai sujet brûlant. On en débat dans les colloques, qui sont des sortes de conférences scientifiques, on s'envoie des publications à tout va, mais personne n'a de preuves solides. Tout le monde manque d'un truc essentiel, des données fiables. Parce qu'à l'époque, sans bons instruments, impossible de trancher, impossible de mesurer vraiment les distances de ces objets, impossible de se dire qu'ils sont juste à côté, dans notre galaxie, ou bien perdus à des millions d'années-lumière. Et c'est là que Hubble arrive avec le télescope du mont Wilson. Avec cet outil, il va faire ce que personne n'avait encore pu faire. Capturer des images nettes, précises, des nébuleuses spirales. Et surtout, il va s'attaquer à Andromède. Parce qu'Andromède, c'est un peu l'objet parfait pour ça. Déjà parce qu'elle est énorme, super brillante, et parce que c'est la plus proche de nous parmi ces fameuses nébuleuses spirales. Mais aussi parce que c'est celle qui intrigue le plus les astronomes. Si on arrive à savoir où elle est vraiment, on peut peut-être comprendre la nature de toutes les autres. Alors Hubble commence un travail hyper méthodique, pas du genre à foncer dans le tas. Il va y aller doucement, étape par étape. Et son idée est simple. Chercher des étoiles particulières dans Andromède. Pas n'importe lesquelles, Des étoiles variables, qu'on appelle des céphéides. Il les examine avec soin. Et il finit par repérer plusieurs céphéides dans cette nébuleuse. Et là, bingo. En mesurant leur période et leur éclat, il se rend compte de quelque chose d'énorme. Ces étoiles sont bien trop loin pour faire partie de la Voie lactée. Andromède n'est pas juste un nuage de gaz dans notre galaxie. C'est une galaxie entière, située bien au-delà. Avec cette découverte, Hubble met fin au débat entre Shapley et Curtis. Enfin, façon de parler parce que les débats scientifiques ne s'arrêtent jamais vraiment. Mais disons qu'il apporte la première vraie preuve solide que l'univers est bien plus vaste qu'on ne le croyait. Que la Voie lactée n'est qu'une parmi des milliards d'autres galaxies. Et au passage, ce qu'il fait là, c'est pas juste observer un objet au hasard. C'est démontrer qu'avec les bons outils, on peut faire parler l'univers. On peut faire transformer des tâches floues en données concrètes. On peut percer des mystères vieux de siècles. Le télescope, pour Hubble, c'est pas juste un gros œil qui zoome. C'est un révélateur, une machine à voir l'invisible. C'est exactement ce qu'il va continuer à faire. Sauf qu'il en est qu'au début. Alors, je suis conscient que je suis passé un peu vite sur la découverte de Hubble avec les céphéides, donc je vais détailler ça. Quand Hubble se met à étudier Andromède avec le télescope Hooker, il ne cherche pas à prendre une belle photo. Son vrai objectif, c'est de mesurer la distance de cet astre mystérieux. Comme je l'ai dit plus tôt, personne ne sait si Andromède est juste une petite nébuleuse paumée quelque part dans la Voie lactée, ou si c'est quelque chose de beaucoup plus énorme, bien au-delà. Et Hubble, lui, souhaite trancher la question avec une réponse convaincante. Pour ça, il va utiliser une méthode toute simple. Enfin, simple sur le papier. Tout repose sur une idée découverte par Henrietta Leavitt, une astronome brillante, mais longtemps oubliée. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un épisode sur elle. Elle travaillait au début du XXe siècle, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de signer leurs travaux. Pourtant, c'est elle qui va mettre le doigt sur un concept fondamental. La relation entre la luminosité des étoiles céphéides et la vitesse à laquelle elles changent de luminosité. Une céphéide, c'est une étoile qui pulse. Elle grossit, elle rétrécit, elle brille plus, elle brille moins, à intervalles réguliers. Et Leavitt s'est rendu compte de quelque chose d'incroyable. Plus ses pulsations sont lentes, plus l'étoile est lumineuse. Et inversement,
En clair, si on mesure le temps qu'elle met à faire un cycle complet, par exemple 5 jours pour passer du minimum au maximum et revenir, on peut savoir exactement combien elle brille réellement. C'est-à-dire, plus simplement, que ces étoiles brillent en variant d'intensité de manière régulière. Et ça, c'est une révolution. Parce que si on connaît la luminosité réelle de l'étoile, et quand on regarde combien elle nous semble brillante depuis la Terre, on peut, avec une formule relativement simple, calculer sa distance. En gros, si on mesure la période de variation d'une céphéide, on peut déduire sa luminosité réelle. Ensuite, en comparant cette luminosité à celle qu'on observe nous depuis la Terre, on peut calculer sa distance. Ça marche exactement comme une ampoule. Et si on fait qu'une ampoule fait 10 watts, qu'elle éclaire normalement une pièce à 1 mètre, mais qu'on la voit à peine briller, c'est qu'elle est beaucoup plus loin. Et plus elle est faible, plus elle est loin. La luminosité baisse avec le carré de la distance. Donc, si elle nous semble 100 fois moins brillante, c'est qu'elle est 10 fois plus loin. C'est mathématique. En d'autres termes, si elle brille moins, c'est qu'elle est plus loin. Hubble applique ça à Andromède. Il repère plusieurs céphéides, il mesure leur période de variation et déduit leur vraie luminosité. Puis il compare ça à ce qu'il observe depuis la Terre. Et le résultat le laisse sans voix. Ces étoiles sont environ à 2 millions d'années-lumière de nous. À l'époque, il pense même un peu moins, mais les mesures seront corrigées plus tard. Aujourd'hui, on sait qu'Andromède est à plus de 2,5 millions d'années-lumière. Bref, dans tous les cas, elle est bien trop loin pour faire partie de la Voie lactée, parce qu'on connaissait à peu près la taille de notre galaxie. Donc là, c'est un choc monumental. Parce que jusque-là, la Voie lactée était censée être l'univers tout entier. L'idée que des objets gigantesques comparables à notre galaxie puissent exister ailleurs, c'était complètement fou. Ça remettait en cause des siècles de certitude. Hubble venait de prouver qu'Andromède était une autre galaxie. Pas juste un nuage perdu. Une vraie galaxie immense avec ses propres étoiles, ses propres nébuleuses, probablement ses propres planètes. Et si Andromède est une galaxie, alors d'autres nébuleuses spirales en sont sûrement aussi. Et le résultat, c'est un changement total de vision. On passe d'un univers où la Voie lactée est tout à un univers archipel rempli de galaxies, des milliards d'îlots de matière, dispersés dans un vide gigantesque. C'est pas juste un changement de taille, c'est un changement de vision du monde qu'il faut accepter. Le genre de choses qui arrive une fois par siècle. Évidemment, au début, tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Certains astronomes ont du mal à croire que l'univers puisse être aussi vaste. Et puis, ça remet en cause pas mal de travaux faits jusque-là. Ça demande aussi de revoir toutes les échelles de distance, toutes les cartes du ciel. Mais Hubble a des preuves solides. Il a des chiffres, il a des photos, il a les mesures. Et surtout, d'autres astronomes vont vite confirmer ces résultats. En fait, une fois le choc passé, la communauté scientifique va rapidement basculer. Parce que ce qu'amène Hubble, c'est pas juste une idée de plus à débattre. C'est une preuve qui tient debout. Et ça, dans le monde scientifique, c'est ce qui finit toujours par faire la différence. Cette découverte va ouvrir la porte à une toute nouvelle branche de l'astronomie, la cosmologie moderne. Parce qu'à partir de là, on comprend qu'il ne s'agit plus d'étudier notre petite galaxie, mais bien l'univers entier, et dans toute son immensité. Et ça, c'est grâce à Hubble. Après avoir montré que notre galaxie n'était pas unique dans l'univers, tout en montrant que l'univers est beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait, Hubble aurait très bien pu s'arrêter là. Après tout, il venait déjà de bouleverser des siècles de vision du monde. Mais c'était pas son genre à lui. Lui, ce qui l'intéressait, c'était pas juste de savoir où sont les choses, mais aussi comment elles bougent, comment elles tournent. Est-ce qu'elles se rapprochent ou est-ce qu'elles s'éloignent ? En gros, quelle est la dynamique globale de l'univers ? C'est-à-dire, est-ce que l'univers lui-même est figé comme une immense carte postale ou est-ce qu'il est en train de changer sous nos yeux ? À l'époque, la majorité des scientifiques pensaient encore que l'univers était statique, éternel, immobile. Même Einstein, qui venait de révolutionner la physique avec la relativité générale, pensait que l'univers devait être stable, à tel point qu'il avait rajouté un terme dans ses équations, la fameuse constante cosmologique, pour empêcher que l'univers ne s'effondre sur lui-même. Mais Hubble, lui, voulait en avoir le cœur net. Et pour ça, il avait un outil clé en main, le spectre de lumière.
Alors pour bien comprendre, imaginez que la lumière d'une étoile ou d'une galaxie, ce n'est pas juste une lumière blanche. Enfin, si, mais on la décompose, comme un prisme, ou un spectroscope. On obtient un spectre, c'est-à-dire une sorte d'arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel n'est pas lisse. Il est traversé de petites lignes noires, qu'on appelle des raies d'absorption. Ces raies, c'est un peu comme des empreintes digitales, voire un code barre. Elles correspondent à des atomes, à des molécules spécifiques qui absorbent certaines longueurs d'onde. Et chaque élément chimique a son propre code barre dans la lumière. En laboratoire, on sait exactement où ces raies doivent apparaître. Mais voilà, quand on regarde la lumière d'une galaxie lointaine, ces raies sont parfois décalées. Elles sont toutes décalées avec le même taux d'espacement. Et ce décalage, c'est un phénomène bien connu en physique, car c'est la conséquence d'un effet qu'on appelle l'effet Doppler. On l'expérimente tous les jours avec le son. Quand une ambulance s'approche, sa sirène paraît plus aiguë. Quand elle s'éloigne, elle paraît plus grave. Avec la lumière, c'est pareil. Si un objet lumineux s'éloigne de nous, la lumière qu'il émet est étirée vers les grandes longueurs d'onde, donc vers le rouge. Et si au contraire, il se rapproche, elle est décalée vers le bleu. Hubble va donc regarder les spectres des galaxies et mesurer à quel point leurs raies sont décalées. Et là, c'est la première surprise. La grande majorité des galaxies montre un décalage vers le rouge. Ça veut dire qu'elles s'éloignent de nous. Pas juste un petit mouvement local, pas juste quelque chose d'isolé. Non, la quasi-totalité des galaxies observées sont en train de fuir. Certaines à des vitesses complètement folles. Plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres par seconde. Mais le plus étonnant, ce n'est pas qu'elle fuit. Le plus étonnant, c'est comment elle fuit. Hubble va croiser ces vitesses avec les distances qu'il avait pu estimer grâce aux céphéides et aux autres méthodes. En gros, il va estimer leur distance grâce à la méthode des céphéides, puis déterminer leur vitesse en mesurant leur spectre et leur décalage vers le rouge. Puis il va reporter tout ça sur un graphique pour voir la tendance des données qu'il obtient. Et là, il va mettre en évidence quelque chose d'incroyable. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. C'est pas un hasard, ce n'est pas un effet secondaire, c'est une règle. Quand il trace les points sur un graphique, avec la distance en bas et la vitesse en haut, il obtient une ligne droite. Et ça veut dire que si une galaxie est 2 fois plus loin, elle part 2 fois plus vite. 3 fois plus loin, 3 fois plus vite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble. Alors bien sûr, Hubble n'a pas découvert ça tout seul dans son coin. En fait, quelques années avant lui, un prêtre belge, Georges Lemaître, avait déjà fait ce genre de calcul. Lemaître, qui était à la fois physicien et homme d'église, avait pris les équations de la relativité d'Einstein et il avait montré que ces équations permettaient un univers en expansion. Mais encore, il avait prédit que si l'univers était en train de gonfler, on devrait justement voir ce genre de relation entre la distance des galaxies et leur vitesse de fuite. Mais à l'époque, les scientifiques avaient trouvé son idée trop théorique, voire un peu farfelue, puis ils n'avaient pas fait d'observation pour vérifier ces calculs. Ce n'est qu'après les mesures de Hubble que tout le monde va comprendre que Lemaître avait vu juste. Aujourd'hui, on parle même officiellement de la loi Hubble-Lemaître, pour rendre justice aux deux. Mais cette loi, elle ne dit pas que les galaxies s'éloignent. Elle raconte quelque chose de beaucoup plus profond. L'univers est en expansion. Ce n'est pas que les galaxies partent dans toutes les directions au hasard. C'est que l'espace lui-même s'étire. Imaginez qu'on dessine des points sur un ballon de baudruche. Si on le gonfle, ces points s'éloignent les uns des autres. Pas parce qu'ils bougent, mais parce que la surface sur laquelle ils sont dessinés s'agrandit. Eh bien l'univers, c'est globalement pareil. À partir de là, les astronomes vont chercher à mesurer ce qu'on appelle la constante de Hubble, ou H0. C'est un peu le taux d'expansion des galaxies ou la vitesse à laquelle l'univers s'étire, par unité de distance. Hubble, avec ses premières mesures, trouve un chiffre énorme, environ 500 km par seconde par mégaparsec. En gros, ça voulait dire qu'une galaxie située à environ 1 million de parsecs, soit à peu près 3 millions d'années-lumière, s'éloignait de nous à 500 km par seconde. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette valeur était bien trop haute. Pourquoi ? Parce que les méthodes de mesure de distance étaient encore très imprécises. Les céphéides n'étaient pas toujours bien calibrés et on confondait parfois des types d'étoiles variables. Avec le temps, les outils ont évolué. Les calculs se sont affinés, les méthodes ont changé et on a trouvé des valeurs
beaucoup plus basse, autour de 70 km par seconde par mégaparsec. Mais voilà, ça, c'était censé être la fin de l'histoire. Sauf que non. Depuis quelques années, on se retrouve face à ce qu'on appelle la tension de Hubble. Quand on mesure cette constante avec les galaxies proches, en utilisant des méthodes directes comme les céphéides ou les supernovas, on obtient une valeur d'environ 72 km par seconde par mégaparsec. Mais quand on la mesure en regardant le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière fossile du Big Bang, on obtient une autre valeur, environ 67 km par seconde par mégaparsec. Et ces deux chiffres sont trop différents pour que ce soit juste une erreur. Alors aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi il y a ce décalage. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans nos mesures ? Est-ce que notre compréhension de l'univers est incomplète ? Ou est-ce qu'il y a encore un phénomène inconnu qui joue un rôle là-dedans ? Ça reste un des gros mystères de la cosmologie actuelle. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'a mis en évidence Hubble reste une des plus grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. Il a montré que l'univers n'était pas figé, mais dynamique, en expansion constante. Et surtout, qu'on pouvait le mesurer, le comprendre, et même en faire des prédictions. Grâce à lui, la cosmologie est passée d'un domaine un peu spéculatif à une vraie science basée sur des observations concrètes. Donc c'est comme ça que, sans le vouloir, Hubble a fait un virage de 90 degrés vers la cosmologie, alors qu'il n'a jamais vraiment cherché à devenir théoricien ou un cosmologiste. C'était pas son truc. Il voulait observer, mesurer, faire parler les résultats. Lui, il se voyait plutôt comme un scientifique travaillant sur le terrain, pas comme un théoricien avec son tableau noir et sa craie dans son bureau, avec des piles entières de feuilles qui débordent. Alors, quand il découvre cette relation entre la vitesse des galaxies et leur distance, il reste super prudent. Il écrit noir sur blanc que ce qu'il a trouvé, c'est juste une relation empirique, c'est-à-dire une formule qu'il déduit de ces données et non pas une formule qu'il aurait démontrée rigoureusement. En gros, il constate qu'il y a un lien, il le décrit, il le mesure, mais il n'en tire pas de grandes conclusions cosmologiques. Il ne dit pas « l'univers est en expansion ». Il dit juste « voilà ce qu'on observe », presque comme s'il voulait se protéger ou éviter de prendre parti. Et ça, c'est important. Parce qu'à l'époque, le fait que l'univers puisse s'étendre, ce n'était pas du tout une idée bien acceptée. Même Einstein, qui avait pourtant mis au point la relativité générale, n'y croyait pas. Mais voilà, quand les observations de Hubble commencent à circuler, Einstein se retrouve face à un mur. Parce que là, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits, des mesures directes, avec des télescopes, des spectres, des vitesses, des distances. Et ces faits, ils collaient parfaitement avec ce que la relativité générale prédisait, si on accepte l'idée que l'univers est en expansion. Du coup, Einstein finit par changer d'avis. Il reconnaît même que sa fameuse constante cosmologique était la plus grande bêtise de sa carrière. Alors, on sait aujourd'hui qu'il était peut-être un peu dur avec lui-même puisque cette constante pourrait bien revenir avec le jeu de l'énergie noire. Mais à l'époque, pour lui, c'était clair. Les observations de Hubble confirmaient que l'univers était dynamique. Et ce qui est dingue, c'est que Hubble, lui, ne va jamais vraiment revendiquer ce tournant. Il ne va jamais dire « grâce à moi, on sait que l'univers s'étend ». Même quand Einstein vient le voir au Mont Wilson, même quand le monde scientifique commence à parler de l'expansion cosmique, Hubble reste un peu en retrait. Il se contente de continuer ses observations, de perfectionner ses mesures et de raffiner ses courbes. Presque comme s'il voulait laisser les autres tirer les conclusions à sa place. Sans lui, sans ces données, les idées de Lemaître ou d'autres théoriciens seraient peut-être restées au fond d'un tiroir. Elles auraient pu être considérées comme des spéculations mathématiques un peu perchées. Mais grâce aux observations de Hubble, tout ça a pris une réalité concrète. Il a permis de passer d'un univers figé qu'on pensait stable depuis toujours à un univers dynamique, vivant, en perpétuelle expansion. Et ça, même s'il ne l'a jamais dit ouvertement, même s'il n'a jamais écrit un grand article théorique pour l'expliquer, ça reste son héritage. Il a un peu été, malgré lui, le déclencheur d'une révolution scientifique. C'est aussi pour ça qu'on dit que Hubble a changé notre vision du cosmos. Pas parce qu'il l'a théorisé, mais parce qu'il l'a révélé. Et au final, c'est peut-être ça le plus fort. Ne pas chercher la gloire de la grande théorie, mais simplement montrer les faits et laisser le monde changer tout seul. Alors voilà, comme j'ai dit, après l'apparition de son article, il ne tire pas de conclusion quant à l'éloignement de ces galaxies. D'ailleurs, Hubble parle toujours de relations empiriques,
C'est-à-dire un truc qu'on observe, qu'on mesure, qu'on vérifie, mais sans expliquer ce que ça signifie vraiment. Il s'arrête là. Un peu comme un météorologue qui dirait « il pleut tous les jours à 17h », mais sans chercher à savoir s'il y a une dépression, un courant d'air, un anticyclone, autre chose. Et pourtant, derrière ces résultats, se cache quelque chose d'incroyable. Parce que ce que Hubble observe, sans vraiment le dire, c'est que l'univers semble en expansion. Et cette idée, à l'époque, elle est tout sauf évidente. Mais malgré ça, ces résultats vont faire l'effet d'une bombe. Ils vont devenir le point de départ de ce qu'on appelle la révolution cosmologique. Parce que maintenant, la question n'est pas seulement est-ce que l'univers est grand ou combien y a-t-il de galaxies. La question c'est d'où vient ce mouvement ? Pourquoi l'univers s'étend ? Qu'est-ce que ça veut dire sur ses origines et son futur ? Et c'est là que l'idée d'un Big Bang va commencer à émerger. Mais doucement, très doucement. Au début, c'est juste une hypothèse lancée par quelques chercheurs, dont Georges Lemaître qu'on a déjà cité. Lemaître, lui, avait déjà compris que si l'univers était en expansion aujourd'hui, ça veut dire qu'il devait être plus dense, plus chaud, plus compact dans le passé. Mais à l'époque, personne n'est vraiment prêt à accepter ça. L'idée que l'univers ait pu naître d'un état hyper dense, d'un point originel, ça semble trop radical, presque choquant. Même Einstein, au début, trouve ça bizarre. Il se méfie. Et puis, il y a un autre problème. C'est que la cosmologie, à cette époque, c'est encore un domaine super jeune. On n'a pas encore les modèles mathématiques solides. On n'a pas les observations suffisantes. On n'a pas les bases pour connecter ce que dit la relativité générale avec ce que voit Hubble au télescope. Bref, la théorie est à la traîne. Il y a donc un grand vide, un énorme flou entre ce que montrent les télescopes et ce que racontent les équations. Et c'est ce vide-là, ce flou complet, qui va attirer toute une génération de physiciens et de mathématiciens. Parce que ce que Hubble a découvert, sans vraiment le dire, c'est qu'il y a là un mystère immense. Un mystère sur l'origine, sur le destin, sur la nature même de l'univers. Et dans les années qui suivent, surtout après les années 30, c'est toute la cosmologie moderne qui va se construire autour de cette question-là. Avec des gens comme Lemaître, Friedman, Robertson, Walker et, plus tard, les découvreurs du fond diffus cosmologique. Tous vont essayer de comprendre ce que Hubble a vu, et surtout, ce que ça veut dire. Mais à ce moment précis, dans les années 30, l'histoire reste ouverte. On sait que l'univers s'étend, on sait que les galaxies s'éloignent, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce flou, ce mystère encore entier, qui va donner naissance à la plus grande aventure scientifique du XXe siècle. Et si on prend un peu plus de recul maintenant, ce qui frappe quand on regarde la vie de Hubble, c'est pas seulement ce qu'il a découvert, mais aussi comment il a bossé. Et surtout, comment il a voulu être vu. Parce que Hubble, c'était un vrai personnage. Et franchement, d'après ses collègues, il n'était pas le plus simple à vivre. Déjà, il avait un côté très distant, alors pas forcément froid, mais clairement, c'était pas un scientifique super accessible. Il se montrait un peu au-dessus des autres, parfois même un brin élitiste. C'était pas le genre à bosser en grande équipe, ou à se mélanger avec n'importe qui dans les labos. Il cultivait une certaine image, celle du chercheur sérieux, exigeant, qui prend son temps, qui choisit ses collaborations au compte-gouttes. Et c'est vrai qu'il venait d'un milieu plutôt aisé. Il avait fait des études brillantes. Il aimait bien renvoyer cette image de gentleman astronome qu'il avait conservée depuis ses études à Oxford. Bref, c'était pas le pote sympa avec qui tu bois un verre après une journée d'observation. Mais derrière ce côté un peu raide, ce qu'il faut voir, c'est que Hubble avait surtout une idée très précise de la science. Pour lui, la science n'est pas faite pour raconter des histoires ou partir dans des spéculations hasardeuses. La science, c'est pas non plus un jeu d'idées. Pour lui, c'est un bâtiment solide. Un truc qu'on construit pierre par pierre, en posant des faits clairs, mesurés et vérifiés. Et si ça avance lentement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça tienne debout. Que les bases soient assez solides pour les observations actuelles. Pour que ces observatoires soient à leur tour solides et forment à la base des expérimentations futures. Et c'est sûrement pour ça qu'il a toujours refusé de trop s'engager dans les grands débats théoriques. Pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il avait peur que ça fasse perdre de vue ce qui, pour lui, comptait vraiment. Les données, les observations, les preuves solides. C'est aussi pour ça que même quand ses propres découvertes faisaient trembler les fondations de la cosmologie, il n'a jamais voulu sauter le pas et dire «
voilà ce que ça veut dire. Voilà comment l'univers fonctionne. Il se contentait de poser des chiffres, de publier des courbes, d'aligner des résultats. Et ça, franchement, ça lui a parfois été reproché. Certains lui disaient qu'il manquait de vision, qu'il aurait pu être un géant de la théorie s'il avait osé. Mais Hubble, lui, il ne voulait pas être un théoricien. Il voulait être le mec qui nettoie le terrain, qui dégage la vue, qui met de l'ordre dans le bazar du ciel. Et quand on regarde son travail, on voit que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis en place des méthodes hyper rigoureuses. Il a passé des années à classer les galaxies, à les ranger par forme, par type, à essayer de comprendre leur structure. Et c'est lui qui a proposé cette fameuse classification en spirale, elliptique, lenticulaire, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et c'est pas juste pour le plaisir de faire des cases. C'est parce qu'il pensait que si on voulait comprendre l'univers, il fallait déjà commencer par le cartographier, par savoir ce qu'il contient, comment c'est rangé, comment c'est reparti. Et puis surtout, Hubble était obsédé par un truc, la précision des mesures. Il voulait que les distances soient correctes, que les vitesses soient bien calculées, que les erreurs soient réduites au maximum. Et c'est pour ça qu'il a passé tellement de temps à standardiser ses méthodes, à comparer ses résultats avec ceux des autres, à chercher des étoiles de référence. Parce que pour lui, si la base est mauvaise, tout le reste s'écroule. Il voyait un peu son métier comme celui d'un géomètre de l'univers. Pas celui qui rêve, pas celui qui imagine, mais celui qui trace les cartes, qui pose les bornes, qui mesure les distances avec soin. Il aimait cette idée de mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle souvent le chaos de l'univers. Et ça lui correspondait bien parce que lui-même, dans sa vie, c'était un homme de règles, de méthodes, un peu perfectionniste sur les bords. Au fond, ce qui l'intéressait, c'était pas de raconter pourquoi l'univers existe, ou d'où il vient, ou comment il finira. Ce qu'il voulait, c'était qu'on puisse le regarder en face, qu'on puisse le mesurer, qu'on puisse dire « voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on sait ». Et ça, pour lui, c'était déjà énorme. Quand Hubble meurt en 1953, il laisse derrière lui un sacré héritage, mais un héritage un peu particulier. Parce que lui, il avait mis sur table des faits, des mesures, des observations. Après lui, d'autres vont prendre tout ça et carrément changer la manière dont on imagine l'univers. En gros, pendant que Hubble était encore vivant, on avait compris que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. On savait que plus elles étaient loin, plus elles fuyaient vite. Mais après sa mort, ça change. Et on commence à relier ces résultats à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça démarre notamment avec un homme, Georges Lemaître. Encore lui. Alors lui, c'est un peu comme un ovni dans le milieu scientifique. Déjà parce que c'est un prêtre catholique, ce qui n'est pas super courant dans le monde de la physique, mais surtout parce que c'est un vrai matheux. Un type qui comprend à fond la relativité d'Einstein. Et lui, dès les années 1920, il s'était dit un truc tout bête, mais qui va changer l'histoire. Si l'univers est en expansion aujourd'hui, ça veut sûrement dire qu'il était plus petit avant. Et là, tu sens venir l'idée. Si on remonte le film de l'histoire de notre univers à l'envers, toutes les galaxies se rapprochent. Et si on remonte encore plus, on finit par arriver à un moment où tout était ensemble, compressé. C'est ça, l'idée du Big Bang. À l'époque, on l'appelle pas encore comme ça, le nom viendra plus tard. Et au départ, c'était même une moquerie d'un physicien qui n'y croyait pas. Lemaître publie ses travaux, Einstein finit par reconnaître qu'il avait eu tort de refuser cette possibilité, et petit à petit, cette idée d'un univers qui a eu un début s'installe. Et puis, dans les années 1940, il y a un autre personnage qui entre en scène, Georges Gamow. Gamow, c'est un physicien plein d'idées et qui adore mélanger la théorie et la vulgarisation. Et lui, il se dit un truc tout simple. Si l'univers a vraiment commencé dans une sorte de grosse explosion, il devait forcément y avoir eu énormément de chaleur, de lumière, d'énergie. Même si ça s'est refroidi avec le temps, il devrait y rester quelque chose. Un genre de fond de lumière, un peu comme la chaleur qui reste après le feu qui éteint. Et ce fond, il va être découvert, presque par hasard. On est en 1964 et deux ingénieurs, Penzias et Wilson, bricolent une antenne radio pour les tests de télécommunication. Sauf qu'ils tombent sur un bruit parasite. Un truc bizarre qui vient de partout, qui reste là, peu importe où ils pointent leur antenne. Ils vérifient tout, ils nettoient l'antenne, ils pensent même que c'est peut-être à cause de fientes de pigeons. Et non, rien à faire. Le bruit est toujours là. Et ce bruit, c'est en fait le fond diffus cosmologique. Le vestige lumineux du Big Bang. La preuve que l'univers était bien, à un moment, dans un état hyper chaud et hyper dense.
Et là, le puzzle commence à vraiment s'assembler. Le décalage vers le rouge des galaxies, la loi de Hubble, la théorie du Big Bang, le fond diffus, tout commence à raconter la même histoire. Une histoire où l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années. Et où il a commencé à s'étendre, où les galaxies se sont formées et où la matière s'est réorganisée. Et la fameuse constante de Hubble, que lui avait estimée au départ autour de 500 km par seconde par mégaparsec, ce qui était beaucoup trop, devient un des piliers de cette histoire. C'est un peu la clé de voûte, parce que cette constante, c'est elle qui donne la vitesse d'expansion de l'univers. Et donc, indirectement, c'est elle qui te permet d'estimer l'âge de l'univers. C'est un chiffre qu'on retrouve partout, dans tous les modèles cosmologiques, dans toutes les équations qui essaient de raconter comment l'univers a évolué. Sauf que voilà, cette constante, elle pose un sacré problème. Parce que les instruments se perfectionnent, plus on la mesure avec précision, et plus on se rend compte qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur sa vraie valeur. C'est la fameuse tension de Hubble dont j'ai parlé. Et en parlant d'instruments, il faut que je vous parle du fameux télescope Hubble. Il nous a fourni des images incroyables sur les galaxies, les nébuleuses, les couleurs incroyables qu'on retrouve dans l'espace. Mais techniquement, c'est quoi ce télescope et il a quoi de si particulier pour qu'on en entende énormément parler? Eh bien, ce fameux télescope spatial, c'est un peu comme le prolongement direct du regard de l'astronome, mais à des années-lumière de ce qu'il aurait pu imaginer. C'est pas un observatoire sur une montagne, comme ceux au Chili par exemple. C'est un télescope qui flotte au-dessus de l'atmosphère dans l'espace, à environ 550 km d'altitude, en orbite autour de la Terre. Et ça change tout. Absolument tout. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère, aussi indispensable qu'elle soit pour nous, c'est un cauchemar pour les astronomes. Elle déforme la lumière, elle brouille les images, elle bloque certains rayonnements comme l'ultraviolet ou une partie de l'infrarouge. Même les meilleurs télescopes au sol doivent se battre contre cette espèce de voile flou permanente. En envoyant Hubble dans l'espace, on s'est débarrassé de ce filtre. Résultat, des images d'une netteté incroyable et d'une précision jamais atteinte auparavant. Et surtout, l'accès à des longueurs d'onde, donc des types de lumière qu'on ne pouvait tout simplement pas capter depuis la Terre. Hubble observe principalement dans la lumière visible, l'ultraviolet et un peu l'infrarouge. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un monstre technologique ultra compliqué. C'est un gros miroir de 2,4 mètres de diamètre, qui capte la lumière comme un télescope classique. Mais ce miroir est poli avec une précision folle, et l'ensemble est stabilisé de manière extrême. Comme il est dans l'espace, tout est refroidi à des températures extrêmement basses. Il peut pointer un objet minuscule pendant des heures sans trembler d'un millimètre. Ce que Hubble a observé depuis son lancement en 1990, c'est tout simplement l'histoire de l'univers. Des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, dont la lumière a mis tout ce temps pour nous parvenir. Des étoiles en train de naître dans des nuages de gaz, des supernovas en train d'exploser, des amas de galaxies, des disques d'accrétion autour de trous noirs. Il a aussi pris des clichés devenus iconiques, comme le champ profond de Hubble, une photo prise dans un coin du ciel complètement vide, à première vue, et qui s'est révélé rempli de milliers de galaxies très lointaines. Ce genre d'image, c'est comme regarder l'enfance de l'univers. Mais Hubble n'a pas fait que de belles images. Il a permis de mesurer avec une précision inédite la vitesse d'expansion de l'univers. Il a affiné la constante de Hubble, justement. Il a fourni des preuves indirectes sur la présence de l'énergie noire. Il a aussi étudié les atmosphères d'exoplanètes, détecté des lentilles gravitationnelles et servi de repère pour toutes sortes de mesures cosmologiques. Et le plus fou, c'est que ce télescope devait vivre une quinzaine d'années au maximum. Mais grâce à plusieurs missions de maintenance avec les navettes spatiales, il a continué à fonctionner pendant plus de 3 décennies. Aujourd'hui, il est vieillissant, mais il continue encore à envoyer des données. Et même si le télescope James Webb a pris le relais dans l'infrarouge, Hubble reste une référence, un symbole, le premier œil de l'humanité, qui a vraiment réussi à voir, sans filtre, ce que cache l'univers. Finalement, Hubble, sans le vouloir, a complètement changé notre façon de voir l'univers. Avant lui, on pensait que le cosmos était figé, calme, centré autour de nous. Lui, il a montré que ce n'était pas du tout le cas, que l'univers était immense, peuplé de galaxies lointaines et surtout en mouvement. Son travail a permis de mesurer le cosmos, de comprendre qu'il évolue, qu'il a une histoire. Même s'il est toujours resté prudent, sans tirer de grandes conclusions, il a ouvert la porte à des théories qui allaient bouleverser la science. Hubble a montré que parfois, observer au bon moment, avec des bons outils, ça suffit pour changer le monde.
Aujourd'hui, son nom reste attaché à son regard porté vers l'espace, avec ce célèbre télescope Hubble qui, des décennies après sa mort, continue d'explorer le ciel et d'élargir encore un peu plus notre horizon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous redirige directement vers la vidéo sur la chaîne Zebroleo où on devait s'évader de la maison d'une famille de psychopathes. Vous allez voir, c'est très drôle et c'est, je pense, bien fait, enfin j'espère. J'ai trop hâte de voir vos avis sur tout ça, sur cette nouvelle aventure dans laquelle on se lance. C'est pas pour autant que j'arrête l'astronomie, on publiera toujours autant de vidéos évidemment. Mais merci à tous ceux qui iront me suivre là-bas. Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus mon côté humoristique, mon côté plus humain, on va dire, bah allez-y. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zebrolos. À bientôt.